Comment toi aussi tu peux arriver à doubler ton taux de closing uniquement avec des méthodes simples, efficaces, pratiques qui fonctionnent aujourd'hui en 2025. On t'explique ça dans ce podcast-là. Je te souhaite une excellente écoute. On se voit de l'autre côté. Are you behind on your credit card bills? Good. Pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Les conseils que je veux vous donner aujourd'hui au niveau de la vente, c'est des trucs pratiques qu'on met en place à toutes les semaines déjà avec nos clients puis qui donnent d'innombrables résultats en vente. C'est facile d'aller augmenter son taux de closing si on le met en pratique. Si on ne le met pas en pratique, évidemment, ça ne sera pas facile d'aller augmenter vos compétences avec ça. Fait que je vais rentrer le plus possible dans les détails pour que ce soit clair, net et précis pour vous, quoi faire, comment le faire pour améliorer vos résultats de closing avec vos clients. Donc, au préalable, on parle bien ici de closing. Donc, ça veut dire quoi, nos résultats de closing? C'est le pourcentage de vente qu'on va convertir. Comment est-ce qu'on évalue une conversion en vente? Première des choses, des fois, les gens... J'ai eu 22 leads, je n'ai closé juste 2. Ma conversion est nulle. Ouais, mais sur 22 leads, tu n'as pas présenté ton offre de service à 22 personnes. Tu as peut-être présenté ton offre de service à 5 parce qu'il y en avait 5 qui t'ont rencontré ou 5 qui sont rentrés dans ton processus de vente. Donc, ton taux de conversion est de 2 sur 5, qui n'est pas de 2 sur 22. Donc, chose importante à concevoir, un lead, on calcule le taux de conversion sur les rencontres qu'on propose, nos services. Donc là, on va avoir un vrai taux de conversion si on analyse ceux à qui on a proposé et ceux à qui on a vendu le produit, le service en tant que tel. Donc, 5 concepts hyper importants que je veux vous apporter, 5 tactiques à considérer. La première aujourd'hui est probablement la plus importante pour toute personne qui n'a pas nécessairement de compétences, qui n'a pas nécessairement un bagage en vente, mais qui veut tout de suite être capable de modifier ses résultats. La première chose à faire, c'est d'être dans le contrôle de notre processus, le contrôle de la vente, le contrôle de la discussion. Ça s'appelle élever sa position d'autorité. Donc, comment est-ce qu'on fait ça et c'est quoi une position d'autorité? La position d'autorité, c'est simple. Peut-être que quand vous décidez de qu'est-ce que vous faites dans la fin de semaine ou de comment ça se passe à la maison chez vous, c'est votre chum ou c'est votre blonde qui est toujours en position d'autorité et qui dit « Non, on va faire ça, on va aller faire ça, on va faire ça. » Peut-être que dans votre gang d'amis, il y a un leader. Peut-être que dans la famille, il y a quelqu'un qui est toujours en position d'autorité puis qui dirige un peu. Puis les gens vont le suivre parce qu'ils ont confiance en lui puis c'est lui qui est habitué de faire ça. Ben, dans la vente, si tu n'es pas le leader, si tu n'es pas la personne avec la position d'autorité qui dirige le parcours, ben c'est le client à ce moment-là qui va diriger ton parcours. Puis on veut pas que le client dirige le parcours. Pas parce qu'on on veut pas aider le client, c'est pas pour ça. Mais si on laisse le client diriger le parcours, ça veut dire que on peut pas avoir de processus. On peut pas avoir d'étapes claires qu'on va suivre parce qu'on doit suivre les étapes du client. Donc, c'est comme de dire... Je prends un autobus, puis c'est moi qui indique au chauffeur où est-ce qu'on s'en va. Tourne dans à gauche, shit, va à droite. Ah non, t'embarques dans l'autobus, le chauffeur va dire « Assis-toi, tu sais où est-ce que tu t'en vas, on va débarquer quand on sera arrivé à bon port. » Donc, du même principe, on va être le conducteur. On ne veut pas être dans la position passager lorsqu'on est dans notre processus de vente, on va être dans la position conducteur. Comment on fait ça, être dans la position conducteur? La première des choses, ça passe énormément par votre confiance. Si vous vivez beaucoup le syndrome de l'imposteur, que vous avez toujours une soif ou une crainte, je dis une soif de vente ou une crainte de ne pas vendre, de genre, s'il faut que je vende avec mon client aujourd'hui, j'ai pas le choix de vendre, sinon je suis dans la merde financièrement, ça va pas bien. Si vous êtes dans une position comme ça, immédiatement vous vous mettez inférieur au client parce que vous allez vouloir lui faire plaisir puis lécher les bottines. Même si vous en avez besoin de ce client-là, plus que tout au monde, vous ne lui rendez pas service en le suivant. Parce qu'on le sait tout en tant qu'expert dans notre domaine, dans ce qu'on fait, le client n'a pas toujours raison, OK? On est d'accord avec ça. Le client a tendance à croire qu'il a raison, puis on veut lui donner raison parce qu'on veut être positif avec le client, on veut qu'il nous aime, mais on ne rend pas service au client en lui disant « Ah ben oui, OK, on va faire ça demain. » Ah ben, tu lui rends pas service et à toi, tu t'éloignes d'une vente de cette façon-là.
Si le client achète à la fin de la journée, c'est probablement parce qu'il a été capable de te négocier, puis il a été capable d'avoir le prix qu'il voulait, et toi, tu as été perdant là-dedans à vendre à la perte ou à vendre quelque chose de ouais, c'est mieux que rien. Si je l'ai vendu, mais tant qu'à avoir pris du temps, je vais le faire. Si on change cette mentalité-là, puis on s'en va au tout début de notre processus de vente et qu'on se positionne comme une autorité. Donc là, je vous ai expliqué c'est quoi la position d'autorité, c'est quoi les impacts que ça peut avoir. Maintenant, comment on installe la position d'autorité. D'ailleurs, on a fait un podcast là-dessus, vous pouvez aller l'écouter, il est complet. Comment on installe la position d'autorité, c'est en simplement reprenant le contrôle. Des fois, il y a des clients qui vont arriver, des directifs font « Hey, j'ai une question, comment ça marche, ça? » Hey, merci pour votre question, monsieur le client. Très intéressant. Juste avant ça, par contre, je veux vous poser une couple de questions, moi, pour comprendre c'est quoi votre besoin, puis m'assurer que ce que je fais, ça fit avec ce que vous avez de besoin, ou qu'on a le produit, on a le bon service pour vous. Tu sais, je reprends une autre image. Quelqu'un rentre dans une quincaillerie, si je veux le diriger à la bonne place pour aller trouver son outil ou qu'est-ce qu'il a besoin, ben, monsieur, c'est quoi que vous avez besoin? C'est exactement ça. OK, bon, on va aller là-bas. Même principe, c'est pas le client qui dirige. Un autre exemple que j'aime bien vous donner, je vais vous en donner des exemples pour que vous le voyez de toutes les façons possibles. Tu t'en vas commander un Big Mac au McDonald's. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois attendre dans le fil, passer ta commande, recevoir ton petit ticket, attendre que le Big Mac arrive. Ben, dis-toi que ta business ou ton processus de vente doit être un peu dans la même ordre d'idée. Il doit y avoir quelque chose à respecter. Et comme le consommateur régulier, surtout au niveau du service, quand les gens offrent des services, tout le monde l'offre de façon différente, ont des processus différents. Le client a tendance à être un petit peu dans le vide. Donc, ça va être à toi de mettre le cadre puis d'instaurer ça. De dire au client, écoute, moi, comment je fonctionne? Je vais avoir des questions à te poser pour commencer. Après ça, on va regarder ensemble c'est quoi vraiment tu as besoin. Puis finalement, si ça marche, je vais te présenter mon produit puis mon service. Je vais te le montrer comment ça marche, c'est quoi, comment ça coûte. Tous les détails, mais tout t'es montré après. Donc, instaure ton cadre et positionne-toi comme l'expert là-dedans et non pas comme le lécheux de bottes. OK? Donc, ça, là, tactique numéro 1, vous voulez augmenter vos ventes demain matin, vous n'avez pas trop de méthodes, de processus, de concret. Commencez juste à y réfléchir. Est-ce que je suis passager ou je suis conducteur avec le client? Si tu es le passager, malheureusement, tu vas perdre énormément d'opportunités de vente, tout simplement parce que le client va vouloir te négocier, va vouloir tout travailler, puis probablement que tu n'auras pas tant de plaisir non plus à vendre à ces clients-là à la fin de la journée. Donc, fais-toi plaisir, rends-toi service, rends service à ta business et prends le contrôle de ton processus de vente. Le deuxième point, oui, très important d'avoir la position d'autorité. Mais si on n'a pas de contrôle, en fait, pas de contrôle, je suis revenu là-dedans. Si on n'a pas de confiance de la part de nos clients, si on n'est pas capable de bâtir une relation H2H, human to human, c'est pas pour rien qu'on s'appelle H2H. Excusez. Human to human, humain à humain. Oubliez le B2B, le B2C. La vente, c'est une question de relation, c'est une question de confiance. Quand je dis relation de confiance, c'est pas je suis ton meilleur chum, esti, puis tu me fais confiance pour que je t'appelle à venir te chercher si tu t'en vas en prison. C'est pas ça le concept, OK? C'est vraiment une relation de confiance où est-ce que je sens que la personne de l'autre côté, elle m'écoute, elle me comprend, elle me considère, elle me prend pas pour un tas de merde. Je vois qu'elle est là et qu'elle a un réel intérêt à m'aider. Réel intérêt à m'aider. Je le répète. Pourquoi je le répète? Parce que des fois, les gens, encore une fois, je reviens à ça, des fois, on a une mentalité, on veut juste faire de l'argent, qu'on est comme on est dans une mauvaise situation, où on est comme shit, faut qu'on rende cette vente-là. Puis là, des fois, les vendeurs ont cette mentalité-là, entrepreneurs un petit peu moins, mais c'est pas la bonne mentalité à avoir. La mentalité à avoir, c'est toujours de dire comment je peux aider mon client, comment je peux changer sa vie, comment je peux améliorer sa situation. Que tu vendes des tondeuses, que tu vendes de la toiture, que tu vendes de la formation, que tu vendes un logiciel, que tu vendes des services RH, ton rôle, c'est d'aider quelqu'un qui a un enjeu, une béquille actuelle, quelque chose qui le ralentit, puis il veut avoir quelque chose qui va lui permettre de régler cet aspect-là. Donc, bâtir la relation de confiance, ça passe beaucoup par l'écoute, la compréhension, la capacité à être présent pour l'autre personne qui est en avant de nous. Autant que dans nos relations interpersonnelles, que ce soit avec nos amis, notre famille, notre conjointe,
it's all about the same. Si on est là, mais on n'est pas là, puis on est comme juste... Si on est là pour notre propre intérêt, à nous, uniquement, mais pas pour l'intérêt de l'autre personne, ça va finir par se ressentir. C'est quelque chose qui va nous empêcher de bâtir des relations puis des conversations beaucoup plus humaines derrière ça. Donc, il faut réfléchir. Comment est-ce que je peux être meilleur au niveau de bâtir des relations? Puis souvent, ça passe par une meilleure intelligence émotionnelle, sensibilité, une meilleure écoute, une meilleure communication, développer justement de l'intérêt pour les autres humains. Des fois, on est justement un peu plus self-centered sur nous-mêmes. On n'a peut-être pas nécessairement un intérêt débile pour tout le monde parce que peut-être que le monde nous écœure. Puis, peu importe c'est quoi la raison du pourquoi derrière ça, mais avant d'être un vendeur, tu es un humain comme tout le monde et on veut que cette transaction-là ou cette conversation-là, parce que c'est une conversation, souvent la vente, c'est pas avant d'être une transaction, c'est une conversation. Bon, on veut que ce soit une conversation entre deux humains. Réfléchissez à ça puis développez ce sens-là beaucoup plus humain dans la vente plutôt que vendeur. Si vous arrivez à comprendre la personne, poser des questions, là, elle va vous faire confiance parce qu'elle va avoir cette impression-là. Ce ne sera pas juste une impression, ça va être la réalité, mais elle va le voir que vous êtes vraiment intéressé à l'aider, que vous avez ça à cœur. Puis tant aussi longtemps que vous n'avez pas ça, vous n'allez pas être en mesure de bien vendre. Vous allez peut-être être capable de vendre, mais de bien vendre, d'être talentueux, d'avoir des résultats concrets en vente, ça va être très difficile. Donc, rappelez-vous un peu pourquoi vous faites ça, puis votre importance là-dedans. Si vous n'êtes pas capable d'aider les autres, puis si vous n'avez aucun intérêt pour les autres humains, il y en a des vendeurs qui font ça, mais qui font semblant de s'intéresser, puis qui ils sont fake, qui ont un front complètement, puis eux autres s'en calissent souvent, puis ils font ça pour l'argent uniquement, puis ça se transparaît avec le temps, on s'en rend compte c'est qui ces gens-là. Donc, point 2, je répète, très important, votre capacité à bâtir un lien de confiance, pas un lien chummy, un lien... C'est une personne qui me considère que j'ai apprécié discuter avec elle. Ça a été agréable. Peut-être que c'était pas agréable dans le sens que j'ai parlé d'affaires difficiles qui sont tough pour moi, que j'aime pas, que je veux travailler, c'est ça, peu importe. Mais je vois que la personne est à l'écoute puis je peux y faire confiance. Il y a un troisième point ici hyper important. On le répète encore. Si vous voulez avoir un meilleur taux de closing, j'en ai parlé au début en prémisse. Si on va avoir un bon taux de closing, ça ne veut pas dire comme 2 sur 22 leads qui rentrent. C'est 2 sur 4, 5 présentations peut-être que vous allez faire, ou 3 ventes sur 5 présentations, ou 4 ventes sur 5 présentations. Mieux que votre lead est qualifié, mieux que vous vous adressez à la bonne personne, bien évidemment, plus que votre taux de conversion va être élevé. Si on s'adresse aux bonnes personnes puis on présente notre offre de service aux bonnes personnes, bien, il y a bien plus de chances qu'elles achètent. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on parle aux bonnes personnes? Il y a plusieurs choses à identifier puis à évaluer là-dedans. La première, c'est arrêter de... Comment je peux dire ça? Il faut arrêter de croire que tout le monde est une opportunité. Okay? Ce n'est pas tous les clients qui passent devant vous, qui vous parlent, qui démontrent de l'intérêt pour votre business, pour votre produit, pour votre service. C'est pas tout le monde qui représente une vraie opportunité, même que la majorité des gens ne sont pas les bons clients, pour différentes raisons. Des fois, c'est pas le bon timing pour eux. Des fois, le produit ou le service que vous vendez n'est pas dans leur budget. C'est correct, ça fait partie. Il y a différents types de produits et de services, puis il y a différents budgets pour ces besoins-là. Des fois, les gens qui se présentent devant vous n'ont pas un bon fit. Peut-être que vous dites « ça, c'est pas un client que je veux travailler avec. » Bon, pour certains, on vend un produit, merci, bonsoir, on les revoit plus. Mais pour quelqu'un qui vend un service, c'est important d'avoir un bon fit. On va travailler peut-être longtemps avec ce client-là. Donc, le fait de bien qualifier ses clients, là, j'ai donné quelques exemples comme ça, mais le fait de bien qualifier vos clients va faire en sorte que les gens avec qui vous allez réellement prendre du temps, parce que c'est quand même du temps de prendre une démarche de vente avec quelqu'un, il faut prendre un premier appel, on va évaluer, on va regarder c'est quoi le produit. Bon, dans certains cas, c'est plus long, dans d'autres, c'est moins long, mais ça reste que c'est du temps et c'est de l'énergie. Et notre temps et notre énergie est notre ressource la plus importante. Je le répéterai jamais assez souvent. C'est notre ressource la plus importante. Donc, en tant que vendeur ou en tant qu'entrepreneur, on veut investir cette énergie-là sur les bons leads.
évidemment, on peut pas le savoir au préalable qui est le bon client puis qui est pas le bon client. On peut pas le savoir si on pose pas de questions puis on va pas creuser un petit peu puis gratter pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, le conseil numéro 3 que j'ai pour vous ici, c'est d'instaurer une préqualification qui est rigide. Quand je dis rigide, c'est que elle ne fait pas d'exception. Elle ne sera pas qualitative nécessairement, elle va être plus quantitative. On va être capable de dire si oui ou non. Ça va être plus blanc ou noir. On ne veut pas aller dans une zone grise de peut-être que lui, il représente quelque chose. Oui, ça se peut. Ça se peut que ce client-là semble plus intéressant que l'autre parce qu'il t'a parlé de telle affaire puis il était vraiment smart. Mais si je demande, mettons, son chiffre d'affaires puis il est 4 fois plus petit que mes clients normaux, c'est quoi les chances que ça devienne un client? Si j'analyse, là, il n'y a aucun de mes clients que j'ai qui a ce chiffre d'affaires-là. Pourquoi lui, il fitterait là-dedans? Mais il est vraiment smart. Oui, mais il n'a pas le bon chiffre d'affaires. Il a bien beau être smart, quand je vais lui dire le prix, il va tomber en bas de sa chaise. Donc, là, je donne un exemple là, avec du B2B, là, bien évidemment. Mais c'est comme ça dans tous les domaines, tous les services, tout ce qu'on vend. Il y a moyen d'aller préqualifier les gens avec des questions. Puis nous, les 4 critères on regarde toujours au niveau de la préqualification, minimum 4 critères, des fois il y en a plus. On va regarder est-ce qu'on s'adresse aux décideurs. Parce que tu as bien beau faire le meilleur pitch de vente au monde, faire la meilleure présentation, si tu ne le présentes pas à la bonne personne ou aux bonnes personnes en même temps, ton effet de ton pitch va être énormément diminué. Parce que l'idée de je présente pendant 1 heure à quelqu'un, la madame ou le monsieur va appeler son conjoint. Ouais, il m'a présenté ça coûte 5 000, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je viens de se donner de la valeur pendant 1 heure. Puis là, la personne a retransmet l'information avec une information qui est le prix. Bien évidemment, là, je le mets à l'extrême. Là, les gens qui sont contents, ils vont prendre le temps de « c'est vraiment bon, qu'est-ce qu'il a fait? » Puis nanana. Ils vont vendre aussi. Mais c'est pas sa job à vendre. C'est ta job de vendre aux 2 personnes puis de répondre à leurs questions. Tu vends pas à une personne pour que cette personne-là elle vende à l'autre après. C'est pas ça l'idée derrière un pitch de vente. Tu dois pitcher aux décideurs. Donc, critère numéro 1 qu'on va toujours évaluer, c'est les décideurs, parce que sinon, ça va vous coûter extrêmement cher de ne pas présenter aux décideurs. Critère numéro 2 qu'on doit regarder, là, je le dis, c'est pas en ordre nécessairement, là, mais c'est les 4 critères. L'autre aspect, c'est l'urgence. Si la personne elle a un besoin, mais le besoin il n'est pas présent actuellement, parce qu'il y en a des gens très avant-gardistes qui vont regarder pour dans 6 mois, pour dans 12 mois, ou qui sont juste des fois comme « non, je n'ai pas vraiment besoin, mais je regarde. » OK, mais si tu n'as pas vraiment de besoin en tant que tel, d'abord, je vais t'inviter à regarder ailleurs, parce que je ne prendrai pas 2 heures de mon temps si tu n'as pas un réel besoin actuellement. J'ai des clients qui ont des réels besoins juste à côté, et je vais prendre le temps avec eux autres, parce que c'est mieux pour moi, puis c'est mieux pour eux que je prenne le temps avec eux. Puis c'est quelque chose de, des fois, trash un peu, les gens sont comme moi, mais le monde, ils ont de l'intérêt, même si c'est pas pour tout de suite, je vais prendre le temps avec eux. Je comprends que tu veux l'aider, le client, puis je comprends que c'est dans son avantage à lui, au client, que tu lui expliques. Il va aimer que tu prennes le temps de lui expliquer. Cependant, il faut trouver des raccourcis pour ça. Parce que le client qui n'est pas prêt, qui te prend, mettons, j'ai des clients, mettons, qui sont entrepreneurs généraux, OK? Puis que là, c'est bâtir la soumission, monter tout avec le client, faire des analyses. Puis là, finalement, le client est comme, bon, parfait, je te rappelle l'année prochaine. Les prix vont avoir changé d'ici l'année prochaine. Ça ne sera plus la même chose qu'aujourd'hui. Il va y avoir ensuite des clients sur qui il aurait pu mettre du temps actuel qui n'auront pas mis ce temps-là, parce qu'ils ont été avec un client que c'était pour l'année prochaine. Donc, ils perdent une vente potentielle pour une vente potentielle l'année prochaine. Fait que, à la fin de la journée, il faut être réaliste, puis il faut penser à l'entreprise, parce que l'entreprise, elle génère des revenus qui payent des salaires, qui font rouler l'économie, qui vous permettent de vivre. Si on pense juste à dire « je veux être le plus aidant possible », ben des fois, on se nuit. Mais il y a façon de faire les deux. Moi, quand j'ai des gens qui ont de l'intérêt, mais qui sont pas prêts, comme par exemple, peut-être vous qui m'écoutez à l'instant, ben asti, j'ai plein d'épisodes de podcast, comme qu'est-ce que je suis en train de tourner actuellement. T'as pas besoin de prendre une formation. Je t'en donne plein de stocks pour qu'en attendant, tu avances des affaires, tu sois capable de travailler sur ta vente, tu sois capable de travailler sur des concepts. Donc, j'ai des podcasts, j'ai des outils gratuits, j'ai une chaîne YouTube, on a une page Instagram, on a le groupe Facebook qu'on partage. Je partage du stock partout, pour pas laisser mon monde tout nu. Tu sais, t'es pas prête en ce moment. C'est bien normal. Ça se peut que t'es pas prête en ce moment. Ça se peut que t'es pas rendu là. Mais même que tu sois rendu là, au moins, je vais t'avoir donné un peu de valeur. Je vais avoir répondu à certaines de tes questions
quand même que j'aurais pris 1 heure avec toi aujourd'hui, si t'es pas rendu à l'étape de faire ça, je t'aiderai pas nécessairement en prenant 1 heure avec toi aujourd'hui. Ce que tu as besoin, c'est de continuer à évoluer, puis quand on va être rendu là, on va être rendu là. Donc, ce concept-là, il est des fois mal compris, puis on se dit qu'en aidant tout le monde, on va peut-être avoir un meilleur retour. Je dis pas que c'est faux. C'est vrai que de donner du temps à tout le monde, ça risque de revenir. La balle, elle revient des fois, mais malheureusement, elle revient pas aussi souvent qu'on le voudrait. Tu sais, c'est pas parce qu'on va aider 10 clients sans qu'ils achètent aujourd'hui qu'on va avoir 10 clients qui vont revenir. On va en aider 10, on va peut-être en avoir un qui va revenir. Mais le temps qu'on a pris avec les 10, si je l'avais mis sur des clients intéressés et prêts, qui ont un besoin là, donc l'urgence est là, et c'est important, ben j'aurais eu plus de revenus dans mon entreprise. Donc, encore une fois, je pense à l'entreprise à ce moment-là, je pense à c'est important d'en faire des ventes dans l'entreprise. Si on n'en fait pas, malheureusement, à la fin de la journée, les choses se compliquent, puis là, on est dans des situations un petit peu moins agréables. Donc, ça, c'est un point très important. Donc, je résume mon point 3. J'ai dit décideur, urgence. Les autres points de préqualification qu'on va analyser, c'est s'assurer que le besoin est le bon. Bien évidemment, ça, c'est simple. Mais des fois, le monde, il essaie de... Tu essaies de rentrer un casse-tête, un morceau qui ne fit pas d'un autre casse-tête dedans, puis t'es comme tu forces bien gros pour qu'il rentre, il rentre pas. Fait que si ton service, c'est pas le bon pour le client en avant de toi, lui, il le sait pas nécessairement. Il est en mode peut-être magasinage, il est en mode apprentissage. Vends pas quelque chose à quelqu'un qui en a pas de besoin ou du moins que ça ne fit pas à 100% pour qu'est-ce qu'il a de besoin. Tu te rends pas service, tu rends pas service au client. Donc, moi, dès que je vois, je suis pas la bonne ressource pour toi, il y a quelque chose de mieux ou c'est trop pour toi ce que tu as besoin. Tu vas payer trop cher pour petite affaire que tu as besoin à la fin de la journée, va voir, va faire ça, va acheter ça à la place, ça va être meilleur pour toi. J'aime mieux rediriger le client à ce moment-là ailleurs si le besoin n'est pas le bon que je vais combler à ce moment-là. Donc, je vous laisse aller voir le podcast pour écouter le 4e point de la préqualification. Allez voir dans le podcast, on a un épisode sur la préqualification directement. Je me souviens plus de l'épisode exact, mais pour aller voir le 4e point, je vous laisse aller voir dans le podcast. Point numéro 4. Bon, là, on rentre un peu plus dans le concret. Concret complexe, OK? Désolé, je suis en short, vous voyez mon genou. Je suis pas en boxeur. Donc, le point numéro 4, c'est avoir un processus de vente qui est prévisible et mesurable, quantifiable. Donc, avoir un processus de vente, c'est simplement être structuré dans notre processus des ventes. Donc, probablement que dans tes opérations de ton entreprise, tu as une structure, hein? Tu as une façon de travailler, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Peut-être quand tu fais... peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, normalement, on a un système qui fait opérer ça. Surtout si c'est quelque chose qu'on fait et qu'on refait jour après jour, mois après mois, semaine après semaine. Hein? Même quand tu fais ton lavage et ton ménage, tu as probablement un système pour le faire, pour que ça soit simple et que ça soit efficace la façon dont tu le fais. Ben, dans tes ventes, tu dois avoir un système. Tu dois avoir des étapes qui sont claires parce que si tu n'en as pas, ça va être très difficile pour toi d'anticiper les résultats finaux. Si tu joues à... Je vais dire jouer, là, parce que si tu joues à... Hey, on essaye ça, on s'en va de même. On va regarder avec lui, on s'en va de même. S'il n'y a pas de plan de match, ben malheureusement, le résultat escompté d'une première rencontre, deuxième rencontre, troisième rencontre avec ton client, on ne sait pas ça va être quoi. S'il n'y a pas une façon de faire, le résultat final ne peut pas être le même. Tu sais, c'est comme... peut-être que tu vas avoir un résultat quand même, mais peut-être que ça va t'avoir pris bien plus de temps pour y arriver. Peut-être que tu vas avoir mis bien plus de ressources, bien plus d'efforts. Peut-être que tu vas avoir dû donner un esti de gros rabais parce que c'était la seule façon d'aller chercher le client. Si tu n'as pas un processus, malheureusement, tu ne seras pas capable d'optimiser. Et deuxièmement, tu ne seras pas capable d'évaluer où est-ce que tu dois t'améliorer dans tes ventes. Donc, un bon processus de vente, il y a 3 étapes dans un bon processus de vente, 4 même, je vais dire. Puis là, ça dépend d'une entreprise à l'autre, ça dépend de l'industrie, qu'est-ce qu'on fait. Des fois, il peut y avoir une étape de plus quand on vend des services B2B très, très avancés à des entreprises de plus de 50, 60 employés. Des fois, c'est une autre affaire, okay? Quand on vend là-dedans, parce qu'il y a un conseil d'administration, c'est un petit peu plus long. Si on vend à des municipalités, même chose, c'est un petit peu plus long. Mais si on vend à monsieur, madame, tout le monde, si on vend à des petites PME, le processus va se ressembler la majorité du temps.
Donc, la première étape, je l'ai nommée, c'est la précédente. Donc, c'est la préqualification. S'assurer qu'on a bien préqualifié le client. Une fois qu'on a bien préqualifié le client et qu'il correspond à nos critères, bien là, on peut le faire passer à la prochaine étape. La prochaine étape dans un processus de vente, ça s'appelle l'appel exploratoire ou la rencontre exploratoire. En anglais, on va appeler ça le Discovery Call. Donc, la rencontre exploratoire, son objectif pur et dur, c'est... en fait, il y en a 3. De 1, c'est d'être capable de creuser les enjeux, les douleurs du client. Comprendre c'est quoi ces enjeux qu'il veut régler grâce à notre produit ou à notre service. Si je ne comprends pas ces enjeux, je ne peux pas comprendre l'impact que mon service, mon produit a pour lui. Et si je ne suis pas en mesure de comprendre l'impact que mon service ou mon produit a pour lui, je ne suis pas en mesure de bien le vendre. Je ne suis pas en mesure de bien démontrer les avantages pour ce client-là. Je suis capable de le vendre, de dire hey, « il est beau, il est écœurant, mon produit, ma tondeuse, elle roule bien, check ses roues. » Mais mon client, si je ne comprends pas réellement ses enjeux, ses besoins, concrètement, ça se peut que je ne présente pas la bonne chose. Ça se peut que je présente quelque chose, mais de la mauvaise façon, qui ne voit pas l'avantage nécessairement parce que je vais mettre l'accent sur quelque chose qui se calisse bien d'eux. Donc, l'important de comprendre enjeux, douleurs, besoin du client. Ça, c'est l'aspect numéro 1 de l'appel exploratoire. Si on a réussi à faire ça dans l'appel exploratoire, on a déjà marqué beaucoup de points. Deuxième volet de l'appel exploratoire, c'est d'être capable de bâtir sa relation de confiance. J'en parlais tantôt à quel point c'est important. L'appel exploratoire sert à ça aussi. On a du temps, on discute, on jase, on apprend à se connaître, on apprend à comprendre le client, comprendre sa réalité, pourquoi il est rendu dans cette étape-là, pourquoi il doit faire ça, qu'est-ce qui l'a amené là, tu des enfants, tu un chien, tu ci, tu ça. Tout, OK? Fait qu'on apprend à bâtir la relation avec le client à ce moment-là. La troisième étape d'un appel exploratoire, ou du moins pas la troisième étape, mais le troisième objectif d'un appel exploratoire, c'est d'être en mesure de bâtir une relation en fait, pas de bâtir une relation de confiance, mais une relation d'expertise, excusez-moi. Vous devez démontrer que vous êtes un expert dans votre domaine. Ça, démontrer qu'on est un expert dans notre domaine, c'est pas de dire voyez mes trophées que j'ai dans mon entreprise, je suis le meilleur, je suis le numéro 1 au Québec. Tout le monde me recommande, tout le monde dit que c'est moi le meilleur. Ça, c'est de la vantardise. Il n'y a personne au monde qui va apprécier quelqu'un qui est en train de se vanter puis de démontrer les mérites de son entreprise. Même si tu as l'impression que c'est la bonne chose à faire pour démontrer que tu es bon. Regarde, tout le monde le dit que je suis bon. Écoute-moi, tout le monde le dit. C'est pas ça qui va faire la différence à la fin de la journée. Ce qui va faire la différence, c'est quand tes clients le disent ou que tu reprennes des situations concrètes. Ah, ben oui, je comprends. Qu'est-ce que vous me dites, monsieur le client? J'ai d'ailleurs un client qui était dans cette situation-là. Est-ce que vous avez telle situation aussi qui est arrivée? Ah oui, exactement. Ah, ben oui, mon client aussi, c'était ça. Démontrer son expertise, ça passe par poser des questions intelligentes qui vont prouver au client que vous êtes une bonne ressource, que vous comprenez sa réalité. Fait que même en creusant dans les enjeux puis dans les besoins du client, si on pose des bonnes questions, des meilleures questions, on va être capable de démontrer son expertise par le fait même. Donc, ça ici, c'était mon point numéro 4. Important d'avoir un processus de vente. Je termine avec mon étape 3 là, du processus de vente. Excusez-moi, je m'en allais l'oublier. Une fois qu'on a fait notre rencontre exploratoire, qu'on a compris que le client avait ces enjeux-là, qu'on a bâti une relation de confiance très importante, qu'on s'est proposé comme étant un expert, l'étape suivante, c'est là qu'on vend. Avant ça, on ne vend pas. Avant ça, on pose des questions en préqualification. Avant ça, on est en train de poser des questions pour comprendre les besoins, les enjeux, bâtir la relation. On est en train de familiariser avec le client. Là, rendu après ça, là, c'est le temps de faire la présentation de l'offre de produit ou de service. Et c'est là, c'est le pitch de vente, c'est le spectacle. Pitch de vente, c'est comme un spectacle. On doit être à 200%, on doit démontrer la valeur, on doit faire le gap entre où est-ce que le client est, où est-ce qu'il veut aller là-dedans. Donc, c'est là où est-ce qu'on doit démontrer justement toute notre valeur en fonction des douleurs. J'aime bien dire cette phrase-là. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de valeur. Si on n'est pas capable de trouver des douleurs, des enjeux, des besoins au client, on ne sera pas capable de montrer suffisamment de valeur. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de valeur. La seule chose qu'il y a, c'est un prix pour un produit. Fait qu'on ne veut pas être ça. On ne veut pas être un prix pour un produit. C'est la pire chose qu'on peut faire pour nous, pour notre entreprise, définitivement. Donc, le point numéro 4,
avoir un processus de vente en 3 étapes. Des fois, les rencontres, ils vont être en même temps. Ta rencontre exploratoire puis ton pitch de vente, il y en a qui vont le faire au même moment dans la même rencontre, mais ça, c'est spécifique à chaque entreprise, donc je ne peux pas m'avancer pour ta situation à toi. On le fait individuellement lorsqu'on travaille avec nos clients. C'est un petit peu plus particulier à ce moment-là. Souvent, on va y aller avec la valorisation de ce que vous vendez ou la complexité de ce que vous vendez. Plus que la valorisation est élevée, plus qu'on va essayer de prendre de rencontres, c'est-à-dire on va le mettre en pré-qualif, explo, pitch de vente. Si je vends quelque chose à 500$, ben, je peux le faire en même temps dans appel explo, pitch de vente, c'est un petit peu plus facile. Tout dépendant le prix, tout dépendant de votre expérience aussi, ça va changer des fois. Mais ça, il n'y a pas de one size fits all pour ça. Il faut vraiment prendre le temps de déterminer. Donc, point numéro 5 maintenant. Une fois que, je reviens du départ, là, mais vous avez une position d'autorité en vente, c'est vous qui contrôlez où est-ce qu'on s'en va dans le processus. Vous avez un lien de confiance avec le client. Vous comprenez l'importance de l'écouter, de le comprendre, d'être humain dans la transaction et pas un vendeur. Vous venez de marquer énormément de points. Vous avez bien qualifié vos clients. Vous vous assurez de parler aux bonnes personnes. Juste ça, là, de préqualifier les bonnes personnes, même si vous n'êtes pas bon en vente, ça va faire en sorte que vous allez avoir un meilleur taux de closing. Parce qu'au moins, vous allez pitcher aux bonnes personnes. C'est drôle, un client qui me disait ça avant-hier. Il disait, mon taux de closing, c'était à peu près 4 sur 8, mais tu sais, il y en a 2, je savais, ils n'étaient pas préqualifiés, puis je l'ai pitché quand même pour me pratiquer, tu sais, un peu. Je suis comme, OK, c'est correct, tu peux le faire, mais ça brime tes statistiques. Il faut savoir que si tu n'avais pas pitché à eux, tu en aurais eu 4 sur 6, ce qui est un très bon taux de closing quand même, là. Donc, techniquement, on veut éviter de pitcher aux gens qui ne sont pas qualifiés parce que de toute façon, on n'aura pas la vente à la fin de la journée. Point numéro 4, avoir un processus de vente. Point numéro 5, une fois que vous avez fait votre pitch de vente, qu'on arrive à la fin, c'est là que ça se corse. C'est là qu'on va reconnaître les meilleurs. Puis, comment dire, c'est un endroit qui est touché. Faire le closing en vente puis répondre aux objections. C'est quelque chose qui est touché, c'est quelque chose qui est délicat même à amorcer avec vous parce que beaucoup de gens vont dire « Ben non, moi, j'aime pas ça me faire closer. Là. Laisse-moi le temps de penser tout le temps, sinon j'aime pas ça. » Mais j'aimerais ça que vous preniez un pas de recul. Puis j'aimerais ça que vous analysiez vos comportements d'achat. OK? Combien de fois vous avez dit à quelqu'un « Je vous reviens, là. Oui, je check ça, je vous reviens. » puis vous ne l'avez pas fait? Probablement plus souvent qu'autrement. Okay? Puis moi-même, le premier, je suis coupable de ça aussi. J'ai de la misère à dire non à quelqu'un. J'ai de la misère à dire non, ça ne m'intéresse pas, c'est trop cher, c'est pas bon. Je suis pas sûr. Je veux prendre le temps d'aller voir ailleurs. Je suis vraiment pas sûr avec ton produit en ce moment. Je suis pas convaincu. J'aime pas ça dire ça parce que j'aime pas nécessairement confronter les gens. Puis je pense que l'humain est comme ça. On n'aime pas nécessairement être dans la confrontation. Peut-être c'est notre génération aussi, la société, où est-ce qu'on est. Le Québec, je sais pas. Okay? Je n'ai pas fait de cours de sciences psychologiques là-dessus. Mais je sais une chose, c'est que les gens n'aiment pas la confrontation puis n'aiment pas dire exactement comment ils se sentent puis qu'est-ce qu'ils pensent du produit ou du service ou de la personne même qui a vendu après un appel de vente. Les gens n'aiment pas ça le dire. Ils aiment mieux se reculer puis faire comme je suis pas sûr, je vais prendre le temps de voir ailleurs. La vérité, c'est que si t'aimes pas ça ou si t'es pas sûr ou s'il y a quelque chose qui t'inquiète, ben c'est la problématique du vendeur. C'est-à-dire que le vendeur, il a créé un doute quelque part. Il n'a pas répondu à une de tes questions. Il a laissé de l'ambiguïté par rapport aux résultats que le produit ou le service allait pouvoir te donner. Malheureusement, la majorité des vendeurs font pas des bons pitchs de vente. La majorité des vendeurs vont vendre des caractéristiques. Ils vont dire, voyez ma belle bouteille, elle est en aluminium, elle pèse 1 livre, elle est... Comment on dit ça? C'est quoi le mot? Pas hermétique, là, mais en tout cas, elle coule pas. Je pense que c'est ça, hermétique peut-être. Elle est en plastique, elle est genre, tu peux l'accrocher quand tu vas faire du hiking. Là, je le montre avec une bouteille d'eau. Mais la majorité des gens en vente, ce qu'on va vendre, c'est beaucoup les caractéristiques. On va parler de notre produit parce qu'on l'aime donc bien, notre produit ou notre service. On va dire comment il est hot, comment il est beau, comment il est fin. Puis on va vendre que ça. Mais c'est pas suffisant pour qu'une personne voit la valeur de votre produit puis comment que ça va faire une différence dans son quotidien.
notre job en tant que vendeur, c'est justement, comme je l'ai répété tantôt, de créer le gap entre la situation actuelle du client puis où est-ce qu'il veut être, puis de démontrer la valeur de notre produit, de notre service. Fait que quelqu'un qui est douteux, quelqu'un qui est pas sûr de prendre la décision à la fin, il va trouver n'importe quelle objection. Okay? Il va dire « Ah, j'en parlais à ma femme. » Si j'ai bien fait ma job, j'ai trouvé les décideurs. Il va dire après « Ah, écoute, laisse-moi le temps, là, moi, j'étais pas prête encore finalement. » Il va dire que l'urgence n'est pas là. Il est pas prêt à acheter, il va prendre son temps. Ils viennent de te bloquer encore avec ça. Si j'ai pas demandé si c'était le bon moment, s'il y en avait besoin maintenant, je suis fucké là, rendu à la fin de ma vente. Je me suis pas mis dans une bonne position. Après ça, le client il peut te dire « Ouais, ben écoute, moi, finalement, non, c'est trop cher pour moi, ça marche pas, ça. » Budget. J'ai pas bien évalué le budget du client initialement. J'ai pas vu est-ce que ça faisait du sens dans son budget, est-ce que c'était réaliste pour lui par rapport à ses attentes. Il y a des façons d'évaluer le budget. C'était mon autre point, je vous l'ai nommé. Fuck. Bref. Je voulais que vous ayez écouté le podcast. Mais là, vous le savez. Mais il y a des façons d'évaluer le budget correctement. Allez voir le podcast quand même. Fait que, il y a plein de choses que le client peut me dire, des objections de logistique à la fin d'un appel qui font en sorte que il va me bloquer automatiquement. Puis ensuite, il y a des objections de peur. Le client est comme « Ah, okay, oui, vraiment intéressant, Nicolas. J'aime vraiment tout ce que tu m'as présenté. Ça fait bien du sens. Laisse-moi juste penser à ça. Je te reviens. » Pourquoi les gens font ça, prioritairement? C'est parce qu'ils ont l'habitude de faire ça. Parce que n'importe quel vendeur, n'importe quelle entreprise ailleurs vont toujours mordre à cette première objection-là et dire « Ben oui, pas de trouble, pense à ça, reviens-moi. » En tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur, on le sait, on n'est pas con. Faut pas se mettre la tête dans le sable. On le sait que quand quelqu'un nous dit ça veut pas dire que la vente est faite pantoute. Au contraire, même, ça veut souvent plutôt dire, quand on le laisse partir, le client, puis qu'il dit « Je te reviens », majorité du temps, les clients, ils reviennent pas. Là, peut-être que toi, tu vas me dire « Moi, j'ai un 50% qui reviennent. » Ça se peut que tu aies 50% qui reviennent. La raison pourquoi tu as 50% qui reviennent, c'est parce que tu closes jamais on the spot. Tu laisses tout partir, tes clients, et déjà là, je t'annonce quelque chose, de 50% de tes ventes que tu pourrais closer comme ça, juste en demandant la vente, parce que ces gens-là étaient prêts finalement. Puis là, ils sont repartis chez eux, on dit, toi, t'es beau, ça marche, c'est en plein ça qu'on voulait. Alors, je l'appelle, parfait, j'ai dit, yes, ouais, c'est bon, on va le prendre. Il était convaincu déjà, le client. S'il aurait dit, je comprends que vous voulez réfléchir, mais tout fait du sens en ce moment. C'est le bon service que ça répond bien à ce que vous voulez. Oui, ça répond bien. Avez-vous confiance que je suis la bonne personne pour faire ça ou c'est ambigu pour vous encore? Ah non, on a confiance en toi à 100%. Là, c'est avec toi qu'on veut travailler. OK, puis le prix, ça fait-tu du sens? Ah oui, ça fait du sens. Good. On commence les travaux la semaine prochaine ou l'autre d'après. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Ah, oui, on peut faire ça la semaine prochaine. Par réflexe, tu les laisses partir. Puis c'est un risque de faire ça. C'est un risque. Puis des fois, tu dois être en tabarnak de les laisser partir parce qu'il y en a un autre qui passe après toi. Il dit, c'était vraiment bon, qu'est-ce que tu m'as fait? Mais là, l'autre, il m'a proposé quelque chose de moins cher. Puis là, il me l'a vendu. Puis là, j'ai dit oui, déjà, je suis désolé. La cliente se sent mal de te dire non parce qu'elle s'est fait closer ailleurs. Puis probablement qu'elle s'est fait closer sur des banalités, une petite affaire que l'autre il a donné de plus, quelque chose dans le prix. C'était simple, mais tu l'avais si tu l'avais closé on the spot, la personne, puis tu avais demandé le paiement. Tu avais demandé juste la vente. On va-tu de l'avant? On fait ça la semaine prochaine? Ah oui, on va le faire. Donc, quelqu'un qui dit, moi j'ai 50% qui revient, souvent, pas souvent, je confirme, c'est parce que tu peux les vendre là, maintenant. Ensuite de ça, pour le reste d'entre nous, parce que moi je fais pas de suivi vraiment, c'est-à-dire que les gens qui s'en vont, j'ai pas confiance qu'ils reviennent. La réalité, c'est que si on laisse tout le monde partir, parce qu'on n'est pas capable de contrer les objections, de répondre à parfait, merci Nicolas, c'est vraiment bon, moi je vais aller y penser. Si on n'est pas capable de répondre à ça, puis on les laisse partir comme ça tout le temps, malheureusement, on perd des ventes à la fin de la journée. Le dernier volet, je vais le résumer, là, je suis rentré dans des explications un petit peu, là, je voulais pas nécessairement aller là, mais le dernier volet dans la vente, si vous voulez commencer à augmenter votre taux de closing dès maintenant, c'est de demander la vente. Tout simplement de demander la vente et d'oser contrer les objections. Je vais en parler avec ma femme. Je comprends, monsieur, peut-être que, là, évidemment, on fait de meilleurs pré-qualifs, OK? Là, je vous ai donné des trucs pour pas avoir. Je veux parler à ma femme, budget, c'est pas le bon moment pour moi. Je vous ai donné des trucs pour l'enlever ça en haut.
Mais au-delà de ça, mettons que ça t'arrive, tu fais une erreur, il faut que tu ailles contrer cette objection-là. Je comprends, parfait, je comprends votre réalité, monsieur. Puis là, je donne le truc. Posez 3 questions. Première des choses, juste savoir, si tu le bon produit, ce que je vous ai proposé, ça convient-tu vraiment à vos besoins ou ça convient pas à vos besoins? Ah ouais, non, je pense que ça convient quand même bien à mes besoins. Ben, quand même bien, c'est comme pas 100%. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'êtes pas sûr par rapport au produit, par rapport au service? Y a-t-il une ambiguïté? Y a-t-il quelque chose que vous avez vu ailleurs de plus que j'ai peut-être pas compris? Ouais, mais justement, boum. L'objection, je vais en parler à ma femme, s'est transformée en ben, je suis pas sûr de telle affaire. Et là, je dis pas que tu vas avoir la vente, mais tu as la chance de te reprendre puis d'aller voir vraiment il est où l'enjeu, là. Tu sais, qu'est-ce qui l'inquiète, qu'est-ce qui le tracasse réellement le client. Puis ça se peut que si tu n'as pas fait un bon pitch ou un pitch parfait, qu'il n'y ait pas assez de valeur qui a été mise sur résoudre le problème du client. Ça se peut que ce soit pas clair pour lui la valeur que tu vas lui donner à l'intérieur de ton produit, de ton service. Donc, grosso modo, c'est ta job de, demander la vente. Puis demander la vente, conseil, faites-le toujours de façon alternative. Est-ce que vous préférez payer par chèque ou par carte de crédit? Voyons, c'est un matin. Si on offre 2 choix au client, on enlève le « Est-ce que c'est bon pour vous? Oui ou non? » Je vais y penser encore. Si je dis « Parfait, monsieur le client, donc là, tout fait du sens. Est-ce que vous préférez qu'on paye ça par chèque ou qu'on paye ça par carte de crédit? Qu'est-ce qui est mieux pour vous? » Donc là, il réfléchit à carte de crédit ou par chèque. Ou sinon, je vais dire au client « Est-ce que vous préférez qu'on commence les travaux lundi ou mardi? J'aurai une disponibilité à 13h lundi ou 16h mardi. Qu'est-ce qui serait mieux pour vous? » Donc, je donne 2 possibilités, encore une fois, au client. Donc, c'est ma finale ici, donc de vous aider à demander la vente, puis idéalement aller contrer des objections. J'ai même un outil sur les objections à l'intérieur du groupe, si vous ne l'avez pas déjà vu, comment désamorcer les objections des clients, qui parle de la préqualification aussi en soi. Hein, ça part toujours de là, la désamortion, je ne sais pas si ça se dit, mais de bien désamorcer les objections des clients. Donc, pour cette formation-là, ces 5 choses-là que je vous ai mentionnées, apprises aujourd'hui, mettez-les en pratique, regardez, prenez un pas de recul, analysez un peu comment vous faites les choses sans tout chambouler du jour au lendemain. Parce que je vous le dis, si vous essayez de tout chambouler avec un vidéo, peut-être que ça ne se passera pas nécessairement comme vous voulez. Mais regardez qu'est-ce que je peux intégrer, qu'est-ce qui est facile à mettre en place rapidement pour moi dans mon processus demain matin. Ma position d'autorité, est-tu bonne? Ça, c'est la première question à se poser. Est-ce que ma position d'autorité est bonne? Oui ou non? Est-ce que je suis passager ou je suis conducteur? Si tu es passager, il va falloir que tu changes ton fusil d'épaule, que tu changes ta place dans le véhicule, puis c'est pas quelque chose qui se fait nécessairement facilement en claquant des doigts. Il faut quand même changer sa façon de travailler. Puis des fois, les gens ont tendance à dire « Ouais, mais là, je veux pas être impoli avec le client, je veux pas manquer de respect. » C'est pas une question de manquer de respect. C'est une question de respecter ton entreprise et de respecter ton processus, au contraire. Puis c'est le client qui doit respecter comment tu travailles, c'est ton entreprise. Deuxième chose, bâtir la relation, être plus humain dans vos conversations. Arrêtez d'être vendeur, arrêtez d'essayer de vendre pour vendre, essayez d'être humain pour comprendre, puis aider les gens tout simplement. Qualifier plus fort, donc travailler vraiment à parler aux bonnes personnes. C'est pas parce que tout le monde a de l'intérêt que tout le monde est un client potentiel, puis vous faites pas de mal à personne, vous n'allez pas nuire à personne en ne parlant pas à ces clients-là ou en les rentrant pas dans votre processus. Au contraire, vous allez les aider à aller à bon endroit pour eux peut-être, et pour vous, vous allez vous concentrer sur les bons clients. Bâtir un processus de vente, c'est un must. Je vous le rappelle, c'est un must si vous n'en avez pas. C'est comme un entrepreneur général qui bâtit des maisons sans les plans de l'architecte. Okay? C'est le même style de principe à la fin de la journée. Tu vas avoir un résultat que ça tiendra peut-être pas parfaitement. Peut-être faire quelque chose, mais ça tiendra pas parfaitement. Tu ne pourras pas le refaire une deuxième fois parce que tu ne sais pas par où tu as commencé ni comment tu as fini. Et finalement, demander la vente, avoir un vrai closing, répondre aux objections, c'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose dans la vente. Il faut pas acheter les objections. Les gens ont tendance à réfuter, à donner des objections. C'est des défensives que les gens ont naturellement, mais pas pour te nuire nécessairement. C'est juste pour eux se protéger, mais ils se protègent de quoi finalement? Ils se protègent de pas grand-chose, alors que des fois, leur décision est déjà prise. Donc, ose le demander, ça va t'aider à aller chercher des ventes. Merci à vous d'avoir été là avec nous pendant ce 29e épisode de podcast. Si t'aimes le contenu, n'hésite pas, partage, commente,
Donne-nous un petit commentaire, donne-nous un petit feedback aussi. C'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller nous suivre, que ce soit sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, whatever. Toujours très, très apprécié de votre part. Merci à tous. Je vous souhaite d'excellentes ventes. On se revoit dans un prochain épisode.